Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Si vous voulez connaître le cœur de l'actu tech en cette journée du 24 octobre 2023, date à laquelle nous enregistrons ces épisodes, écoutez l'épisode précédent de Tech Café où on vous a parlé notamment de la gestion de l'information et même de la désinformation à l'aune de l'attaque du Hamas en Israël et du conflit qui a lieu là-bas entre la bande de Gaza, notamment le Hamas et puis Israël. Et puis on vous a parlé aussi du traitement de l'info dans les réseaux sociaux, des évolutions liées à la technologie pour la gestion de l'information. Et puis on s'est aussi tourné le regard vers les étoiles avec un petit peu de minage dans les astéroïdes, des actualités autour de Starship, la régulation, etc. Bref, un épisode Tech Café comme on les aime. Et puis bon, on a plein d'autres news à vous partager. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode équipé d'un clavier mécanique, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va bien, un clavier mécanique qui fait des bons clac-clac satisfaisants, tout à fait. Voilà. On les entend, mais pas pendant les épisodes. Moi, j'ai la chance de l'entendre parce que quand les épisodes sont terminés, Guillaume fracasse son clavier pour donner le nom au fichier de la piste de sa voix et me l'envoie. Donc assez vite, j'entends ce bruit et c'est le bruit caractéristique qu'il y a après les enregistrements d'épisodes. J'aime bien le bruit des claviers mécaniques. J'en ai pas perso. Et donc on discutait avec Guillaume des claviers mécaniques. On parlait aussi des formats de clavier. J'entends parfois parler des dispositions de touches Bepo qui sembleraient a priori adaptées pour des langues telles que notre langue française avec les accents qui vont bien, etc. Si jamais, je fais un petit appel du pied, si jamais vous êtes un passionné absolu de clavier, que vous pourriez en parler pendant, au moins 20-25 minutes et nous faire découvrir plein de choses, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode dossier ensemble au format interview sur le clavier. Je suis sûr qu'il y a de quoi dire. En attendant, je me fais fort de redérouler le tapis rouge pour Frank Birks, Delphine Peter, Guillaume Borde et Bruno Gentilet, qui sont les soutiens qu'on va mettre en lumière pour Patreon parce qu'ils ont accepté de soutenir Tech Café, où ils ont renouvelé leur soutien en allant sur patreon.com/techcafé. Ils profitent en contrepartie d'un flux du podcast qui permet d'écouter les épisodes sans la pub et surtout, ils ont l'illustre honneur de contribuer au financement du podcast et à évidemment sa durée de vie. Merci infiniment à eux et merci infiniment à vous de l'envisager. Merci également d'aller évaluer Tech Café sur Apple Podcast, Podcast Addict ou déposer des étoiles sur Spotify. Et puis enfin, je ne peux que vous inviter à venir discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord techcafé.fr/Discord. Guillaume, il y a un sujet qu'on aime bien dans Tech Café, ça reste notre bonbon. Je ne parle pas évidemment d'intelligence artificielle, je ne parle pas de jeux vidéo, je ne parle pas du tout des réseaux sociaux, mais de robotique. Et oui, il faut qu'on s'actualise un petit peu parce qu'il y a plein de petites news dans ce domaine-là, à commencer par des projets en matière de construction robotique par Amazon. Ouais, Amazon est tout feu tout flamme avec les robots ces temps-ci. Donc à Houston, dans un de ses centres de logistique, il va déployer des mises à jour de ces robots de type Sequoia. Donc on avait parlé, c'est des petits robots plats à roulettes qui font penser à des gros Roomba et qui sont capables de soulever des piles de caisses en passant par-dessous. Donc les piles en fait sont sur pied, surélevées. Le robot roule dessous et puis il sort une petite plateforme sur son dos qui soulève le tout. Puis ensuite il peut transporter la pile sur son dos où il veut. Conjointement à ça, Amazon a aussi un bras manipulateur avec des ventouses capables de faire le tri tout seul dans une caisse de colis. Plutôt en mode test et proto jusqu'à maintenant, il y a un déploiement en vraie grandeur à Houston de ces trucs-là, qui marque peut-être un tournant et une vitesse de traitement accrue de 25%, d'après ce que dit Amazon. Bon, Sequoia, pour l'instant, ce sera que là, mais ça devrait progressivement être étendu à une portion significative, je cite, du réseau, d'ici à 3 à 5 ans, pour des livraisons encore plus rapides, voilà, même pas le lendemain, le soir même. Et puis bon, c'est que le début, parce qu'Amazon est aussi en train de tester un robot humanoïde, qui s'appelle Digit. Donc il fait 1m75 pour 65 kg, il se déplace à 1 mètre seconde, il peut transporter 16 kg avec ses petits bras musclés. Digit est en test à Seattle et il travaillera dans un environnement qui est donc prévu pour les humains, il n'y aura aucun changement à faire, c'est aussi pour ça qu'on aime bien les androïdes. Donc il a une dégaine de robot qui est vraiment tout droit sorti d'un film de SF de série B, qui est à la fois mignon et flippant. Pour le moment, le boulot de Digit, c'est juste de ramener des caisses vides. Tout simplement, il peut le faire pendant 3 heures, après quoi il a besoin d'une petite pause pour recharger ses batteries, littéralement dans son cas. Et bon, Amazon devance les critiques évidemment en affirmant que les robots ne sont pas du tout en concurrence avec les humains, que leur présence ne volera aucun emploi, qu'elle permettra juste d'être encore plus rapide, de livrer même plus le soir même, mais l'après-midi même. Bien sûr, voilà, un complément, pas un remplacement, bien entendu. Bon. Pour en appeler le tout, on peut aussi mentionner qu'Amazon veut étendre encore son service de livraison par drone, qui s'appelle Prime Air,
qui devrait devenir disponible en Angleterre et en Italie l'an prochain, ainsi que dans une 3e ville américaine, donc on ne sait pas encore laquelle. Si ça se trouve, c'est Springfield, hein, donc on s'en plaint pas. Donc la livraison par drone, c'est comme une idée qui est vieille maintenant, ça date de 2013. Oui. J'ai l'impression qu'on en parle depuis les débuts de Tech Café. C'est pas loin. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Ça se développe très très lentement et c'est même tellement lent et ça fait aussi peu de livraison. C'est ça qui est marrant d'ailleurs. Ça devient un problème réglementaire même parce que pour avoir une certification, par exemple pour l'ensemble des États-Unis, la FAA, donc la Fédération d'aéronautique américaine, demande un certain nombre d'heures de vol, des centaines d'heures de vol en fait. Et Amazon a beaucoup de mal à les atteindre parce qu'on parle pour Prime Air, 200 à 200 livraisons par drone cette année seulement. Et c'est beaucoup moins qu'aspiré. Alors c'est la faute aussi à la météo, multiples conditions dans lesquelles les drones ne peuvent pas voler, parce qu'ils sont fragiles, ils peuvent pas voler quand il pleut, etc., etc. Donc il y a des nouvelles versions d'engins là qui sont donc plus costauds, qui sont beaucoup plus versatiles, hein, qui devraient aider. Mais bon, voilà, c'est lent, c'est contraignant, bon, mais c'est toujours pas mort. Donc on verra bien à quel point la réglementation en Europe sera compatible avec les ambitions aériennes d'Amazon, qui veut aller toujours plus vite. Voilà, livrer même plus l'après-midi, tu t'es livré dans les 10 minutes. Voilà, tu cliques, tu vas pisser, on sonne à la porte. Voilà, c'est ça le rêve de l'humanité. Ce serait On a tous connu une situation dans notre quotidien où on en rêverait en fait, en vrai. Hein. Mais est-ce que ce serait bien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on doit s'en satisfaire. C'est le but de l'humanité, la livraison dans les 10 minutes. Ah là là. Ça va devenir ma signature, ma phrase signature de cette semaine d'enregistrement. Amazon après j'arrête. Quoi qu'il en coûte. Premier, après j'arrête, hein, mais je me demande ce qu'Aurélien Barraud penserait de cette Moi, je sais. Moi, je sais aussi. On continue avec des nouveaux Android, Guillaume, qui font bonne figure. Oui, des androïdes, mais pas sous Android, hein, on parle de robots humanoïdes, parce que ça devient une véritable tendance, ces trucs-là. Hein. Pendant des décennies, les robots ont été des bras, voilà. Maintenant, ils ont des jambes. Bon, ils manquent plus que la tête, et c'est bon. On a parlé de Tesla avec Optimus, qui continue à s'améliorer, hein, parce que désormais, ça y est, il peut prendre certaines poses de yoga, donc c'est pour dire, il peut jouer au cube tout seul aussi, il est mignon. On peut même jouer avec lui, c'est marrant. Bon, Tesla avance pas mal avec son robot. On avait aussi évoqué qu'il y avait pas mal de concurrence, en fait, hein, en Chine en particulier, puisque Unitree, qui par ailleurs commercialise d'ailleurs déjà des chiens robots, comme le Go 2, il avait présenté le H1, donc son Android à lui, il y avait le GR1 de Fourier Intelligence. Chez les Américains, on a Aptronic, qui avait dévoilé son petit robot Apollo tout blanc avec sa petite bouille. Et ben c'est au tour des Américains de Figure de montrer leur Android sombrement appelé Figure 1, enfin 01. Donc il se distingue des autres surtout par son aspect très très brillant. Il est shiny, parce qu'il a une carrosserie en alu brossé qui est littéralement aveuglante. C'est impressionnant. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a une stature assez fine. C'est comme si tu avais Alors, ils ont pris la stature d'une femme, et c'est dit dans l'interview. Donc voilà, donc ils ont pris comme truc la stature d'une femme. Donc c'est une sorte de silhouette assez fine avec un gros sac à dos dans lequel il y a les batteries. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'il marche de manière dynamique. C'est-à-dire qu'il marche avec le centre de gravité qui est toujours en mouvement, comme nous, et il balance les bras d'ailleurs pour se stabiliser, comme nous aussi. Donc il a sur la tête d'ailleurs un écran LCD en forme de visière, comme ça, où il y a le logo animé de la marque. Hein. Ça fait très très film de SF, pareil, toujours très très cinématographique. Et bon, ce qui est quand même remarquable dans cette machine aussi, c'est que ça marche, et pour le moment c'est tout d'ailleurs, hein, mais ça a été développé en 1 année seulement. Ils sont partis de zéro, et en 12 mois, ils ont un Android déjà avec des bras, des jambes, et qui marche de manière dynamique. Donc on peut aujourd'hui partir vraiment de zéro et aboutir à ça en 12 mois. C'est assez incroyable, et ça montre à quel point la robotique a fait des progrès ces dernières années. Pour la marche, il y a désormais des méthodes qui sont assez connues, hein, c'est bien connu, même bien maîtrisé, des algos qui marchent pas mal, et qui sont assez simplement utilisables, hein, et d'ailleurs le Figure 01 ont utilisé des méthodes qui sont proches en fait de celles qui ont été popularisées par le DARPA Challenge, le DARPA Robotic Challenge, qui date de 2015. Vous vous souvenez peut-être, hein, on a vu plein de vidéos de robots plus ou moins gros, plus ou moins mastoc, qui couraient, qui essaient de passer dans des terrains un petit peu, vraiment très accidentés, des espèces de ruines comme ça pour essayer de s'adapter. Et bon, il y a énormément d'algos qui ont été développés, puis qui ont été raffinés depuis, et en vérité, aujourd'hui, la marche est plutôt bien maîtrisée. Mais aujourd'hui, tu peux prendre pratiquement des algos sur une étagère et les mettre dans ton truc, et ça marche pas trop mal, et ça explique la relative profusion, finalement, de robots bipèdes qu'on voit arriver, c'est parce que, la marche, ça y est, c'est pas complètement parfait, hein.
les robots, pour l'instant, tu les confondras pas avec des humains quand ils marchent, mais ça s'améliore, et puis surtout, faire marcher un robot, ça devient relativement classique. Et donc, tout l'enjeu pour ces boîtes, c'est de construire des robots qui soient pas trop chers, donc chacun y va de son petit plus pour faire baisser le prix, le poids aussi, donc en revisitant les moteurs, les actuateurs par exemple. Ceux de figure, par exemple, sont 2 fois plus petits que les classiques du commerce. Alors bien sûr, il faudra aussi que ces machines soient suffisamment utiles pour justifier leur prix final. Et on verra bien ce qu'il en est dans probablement les 2 ans qui viennent. C'est quand même assez dingue de voir qu'en un an, ils arrivent comme ça à partir. Évidemment, ils font pas tout à zéro parce qu'ils récupèrent des technologies aussi, mais quand même, en un an, c'est bluffant. J'ai pas trop compris le délire de en quoi ce serait une silhouette féminine, et puis en plus, je vois pas trop en quoi ce serait un sujet, mais c'est pas très grave, je leur laisse cet honneur-là. Non, en fait, je pense que le truc, c'est que c'est un peu bizarre, mais c'est juste qu'ils ont voulu se donner des contraintes. D'après ce que j'ai compris dans l'interview, effectivement, ils disent qu'ils ont pris le modèle d'une stature féminine, et que en réalité, il y avait un aller-retour constant entre les designers et les ingénieurs. Et qu'en réalité, il y avait des concessions un petit peu faites sur les 2 côtés, et que le but, c'était d'avoir un robot le plus fin possible. Le plus fin et le plus léger possible. Et donc, les designers sont partis sur cette base-là pour essayer de forcer au maximum les ingénieurs à se plier à ces trucs-là et essayer de faire le robot le plus fin possible. C'est ça que j'ai compris. D'accord, ok. Donc, il y a un travail assez étroit entre les designers et les ingénieurs. Et puis, pour rebondir sur Optimus de Tesla, je n'arrive pas à savoir, Guillaume, j'ai ma petite opinion, mais je veux bien avoir ton avis. Est-ce que ça relève vraiment de la prouesse que le tri des objets qu'on voit en vidéo? En gros, on voit que Optimus, il est capable simplement avec la vue caméra, avec son réseau neuronal, d'arriver à trier deux couleurs de cubes sur les bons endroits. Ça me semble tellement bateau que je n'arrive pas à savoir si ça relève vraiment de la prouesse ou si c'est tout bidon. A priori, c'est mis en avant le fait qu'il n'arrive pas à mettre un cube bien à plat à un moment et il s'en rend compte tout seul et il leur met droit. Ça me paraît... Non, en fait, il y a plein de trucs à voir, je pense, dans ce truc-là. C'est que... oui, des robots des bras manipulateurs qui savent faire des trucs comme ça existe déjà. Par contre, déjà, c'est fait partie d'un robot Android, donc si tu veux, d'un autre robot quelque part, tu vois, c'est pas juste un bras spécialisé là-dedans. Ouais. Et ça montre aussi qu'il a une agilité des doigts qui est quand même assez évoluée déjà. Parce que faut voir que un truc qui avait pas mal surpris lorsque Optimus est sorti, c'est qu'il avait des mains. Mais des mains comme nous, c'est-à-dire avec 5 doigts. Et que, a priori, c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, je veux dire, t'as une pince, ça prend les objets aussi bien, quoi, tu vois. Donc, ça avait surpris, et c'est beaucoup plus compliqué, en plus, de gérer tous les doigts, quoi. Et bon, là, ils montrent que, apparemment, ils arrivent quand même à gérer l'agilité des doigts pour, effectivement, faire des manipulations qui sont relativement fines, on va dire. Et je pense que c'est ça qui va mettre. C'est pas tant la reconnaissance que la gestuelle, en fait, la préhension. Oui, je pense, parce qu'effectivement, le fait de reconnaître des cubes rouges ou des cubes jaunes ou des cubes bleus... C'est quand même assez bateau aujourd'hui, ça va, je pense. Quand on voit ce que c'est faire les aspects multimodaux de GPT-4 et compagnie, ça fait presque rigoler, j'ai l'impression. Ok, très bien. Et quelque part, je trouve que c'est une stratégie intelligente qui est de dire, n'adaptons pas le monde à une génération de robots, mais faisons en sorte que les robots soient suffisamment proches de la préhension humaine pour ne pas avoir à tout repenser. Et je mets de côté évidemment l'aspect philosophique et noble de reproduire la tâche humaine auprès de robots. On en reparlera, mais on passe aussi, Guillaume, à la catégorie des robots qui font peur. Oui, est-ce que tu te souviens le bon vieux temps de 2015, cette époque lointaine et révolue, tu sais, où les machines ne savaient pas écrire de rap et ne savaient pas non plus dessiner des femmes renards. Cette époque où signer des pétitions pour pousser tous les pays du monde à ne pas utiliser de robots tueurs, 2015. Bon, 2015, c'était pas tant le bon vieux temps que ça, parce que c'était quand même l'époque de Daesh, mais bon, c'était aussi l'année où Stephen Hawking, paix à son âme, s'inquiétait avec plein d'autres scientifiques d'une course à l'armement comme ça. Il a lancé une pétition pour dire non aux machines de guerre autonomes. Et curieusement, personne n'était très chaud pour s'engager officiellement. Bon, c'est une époque qui paraît vraiment lointaine, puisque déjà en 2020, en Libye, on a fortement soupçonné que ça soit arrivé, qu'il y ait des drones autonomes qui aient attaqué, mais bon, on n'avait pas de preuves. Mais bon, pas s'inquiéter, les guerres, ça succède, de toute façon, il suffit d'attendre un peu. Et en Ukraine, des développeurs ont confirmé que leurs drones menaient des attaques autonomes sur les forces russes. C'est le drone éclaireur Saker, c'est le Saker Scout, qui peut trouver, identifier et neutraliser 64 types d'objets militaires tout seul, en totale autonomie. Ce qui est, il faut bien le reconnaître, très utile d'un point de vue stratégique, puisqu'il peut du coup opérer dans des zones sans couverture radio, ou là où il y a un brouillage intense qui bloque les communications. Donc il peut toujours s'orienter, il peut même s'orienter visuellement d'ailleurs sans couverture GPS.
Donc c'est un truc qui a une autonomie de 12 km et qui peut porter 3 kg d'explosifs, ce qui peut déjà faire très mal. Et parmi les 64 objets connus, on a des camions, des tanks, des blindés, des trucs de différents gabarits, des cibles à bombarder qui ont des gens dedans. Donc ce sont des robots tueurs qui sont déjà en service sur un théâtre d'opération et qui en plus le sont pour notre camp. Pour l'instant, le mode autonome du Seeker n'est utilisé qu'à petite échelle, et quand il n'y a pas de signal et que voilà, il peut pas être piloté à la main. Mais il est très probable qu'au fur et à mesure que les algos s'affinent et deviennent de plus en plus fiables, de plus en plus sophistiqués, on puisse déployer des essaims de ces drones qui pourraient attaquer sans qu'il y ait besoin de pilote du tout. Et que du coup, n'importe qui, même quelqu'un qui connaît rien du tout, puisse envoyer une douzaine de ces drones de n'importe où, quelle que soit la couverture. Et on se doute que c'est un gros plus, dont les Ukrainiens se priveront pas, les Ukrainiens se priveront pas d'utiliser s'ils peuvent le faire. Et puis soyons réalistes, la technologie de vision qui est utilisée là sort pas de nulle part, et en juillet dernier, l'armée américaine avait déjà annoncé qu'elle avait un système de vision similaire, capable de mieux reconnaître les objectifs, même qu'un être humain, sur des caméras ou même des caméras infrarouges. Donc c'était un algo d'Athena AI, d'ailleurs une boîte australienne. Donc, désolé Stephen Hawking. Dommage. Pour faire tourner ces robots, Guillaume, on est d'accord, il va falloir des processeurs, en veux-tu, en voilà. Je suis pas certain qu'Intel équipe beaucoup de robots aujourd'hui. Je sais pas si on a plus d'infos là-dessus. En tout cas, tu voulais parler un petit peu du lancement des Meteor Lake. Ils viennent sortir ces Meteor Lake Intel, c'est Meteor Lake pour ordinateur de bureau. Ouais, pas pour robots. Pas non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Bon, c'est du matos, c'est du hardware. Ouais. Donc voilà, ces puces-là, c'est les plus grosses puces, les hauts de gamme, c'est les 14900, les 14700 et les 14600K. Le top du top. Voilà, des Core i9, i7 et i5 qui sont... qui existent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est les mêmes que la Gen 13, avec 100 à 200 MHz de plus. Il n'y a que le i7 qui est un peu plus intéressant, puisqu'il est comme d'un cluster de Core E et de Core Econome en plus, c'est qu'il lui fait 12 cœurs. 12 cœurs E, donc 20 cœurs au total. Donc en fait, il y a tellement peu de différence qu'Intel garde pour eux la même nomenclature qu'avant, alors qu'il était supposé en changer pour la gamme, parce que ça devait devenir des Core Ultra, des Core Max, des Core Recteurs, je sais pas. Bon. Si la consommation n'est pas un problème pour vous, par contre, on peut dire que le Core i9 affiche des fréquences impressionnantes, puisqu'il monte tout seul à 6 GHz en turbo. 6 GHz, c'est quand même pas mal, et du coup, on peut l'overclocker, alors qu'attends, l'overclock, c'est la fête. Mais un petit peu comme les Raptor Lake, en fait. Donc, le nouveau Meteor Lake a battu un record d'overclocking supplémentaire, mais de presque rien. Parce que sans surprise, au vu du peu de différence entre les puces, le 13900K l'an dernier a dépassé de peu les 9 GHz, et cette année, les 14900K ont atteint les 9,044 GHz, soit 35 MHz de plus. Tout ça sur un seul cœur, bien entendu. Bon. Alors, pour ça, tenez-vous bien, il a fallu refroidir avec de l'hélium liquide. Parce que l'azote liquide, c'est plus assez, c'est trop chaud. L'azote liquide, c'est moins 195, et l'hélium liquide, c'est moins 269. Donc autant dire que l'équipe de chez Asus qui a réussi ça, elle est en complète roue libre, mais bon. Il n'y a plus forcément de limite, c'est génial. Il n'y a plus de limite. On continue avec AMD et Nvidia, notamment on va être amené à reparler de tes chouchous, Guillaume, des RISC-V. Oui, mais avant, Intel donc déjà, Intel a du justice à se faire, quand même. Intel a intérêt de présenter des versions portables, d'ailleurs, de ces Meteor Lake qui sont un poil plus convaincantes quand même que parce que la concurrence, elle continue de se renforcer pas mal. Il y a aussi bien AMD qu'Nvidia qui sera en train de parier sur l'architecture ARM pour le concurrencer dans les PC, les bons vieux PC Windows, qui sont encore la chasse gardée d'Intel normalement. Donc, et ça, c'est selon Reuters. Et Reuters il a écrit que Nvidia sera en train de mettre au point un processeur ARM exprès pour Windows, en partenariat avec Microsoft, qui voudra aller au-delà de son exclusivité avec Qualcomm. Donc on parlera de plus haute performance, du calibre d'un Apple M2, et donc qui serait tout à fait compétitif avec les processeurs Intel, voire mieux. Et donc, ce qui est même un peu plus étonnant, c'est qu'AMD ferait de même. Alors, c'est plus étonnant parce qu'AMD lui-même produit des processeurs pour PC portables et fixes qui sont très compétitifs. C'est vrai. Même si ils ont déjà évoqué la possibilité de travailler avec ARM, qu'ils ont même une licence et qu'ils ont des cœurs ARM dans des produits FPGA, c'est quand même un petit peu étonnant venant d'eux. Mais bon. De son côté, Qualcomm, évidemment, lui, il est toujours dessus, puisqu'on sait qu'il veut produire ses puces haut de gamme Orion pour les PC, donc Orion avec un Y, et finalement, d'ailleurs, ça c'est le nom de code, maintenant ils ont un vrai nom, ça va s'appeler les Snapdragon X. Les Snapdragon X, c'est pour les PC, les Snapdragon sans X, c'est pour les téléphones. Donc Qualcomm est très confiant dans ses futurs produits, puisqu'il prédit qu'en 2024, ce sera un point d'inflexion pour l'industrie du PC. Rien que ça.
Bon, quoi qu'il en soit, après toutes ces annonces, l'action d'Intel a perdu 3%, alors que celle d'AMD, Nvidia et ARM ont grimpé. Bon. Donc les lignes bougent, et personne n'est tout à fait à l'abri, puisque, en plus de l'annonce des Snapdragon X, Qualcomm a aussi annoncé qu'il allait adopter le RISC-V, et oui, je sais, mon petit chouchou, n'est-ce pas? RISC-V, l'architecture ouverte, pour un produit de masse, cette fois, les prochains Snapdragon Wear. Snapdragon Wear, c'est des puces qui sont prévus pour donc le wearable computing, c'est-à-dire les montres connectées, par exemple, ce genre de truc. Et ce sera sous Android. Donc ils vont faire des montres sous Android avec des puces en RISC-V et plus en ARM. Ce sont les premiers produits de masse et les premiers produits grand public qui seront équipés en RISC-V, qui donc continuent son ascension, vraiment. Et rappelons que Google a annoncé il y a un petit moment de ça, vouloir faire de cette architecture, du RISC-V, un citoyen de première classe dans le monde de Android. Donc tout le monde y croit. Eh ben écoute, jamais le contexte de l'actualité ne laisserait autant dessiner le fait que tu avais raison et tu l'avais bien dit. On continue, Guillaume, avec un sujet qui nous plaît toujours un petit peu aussi, les casques audio. Ouais, depuis des décennies d'ailleurs, même les plus modernes des casques utilisent un petit peu toujours la même technologie, c'est-à-dire un gros bon vieil électroaimant qui bouge, et des membranes, voilà, et boum. Et pourtant, il y a une alternative qui se base justement sur la technologie des tout petits micros utilisés dans les téléphones, c'est-à-dire les MEMS. Les MEMS, c'est des composants qui sont de tout petits, qui ont des tout petits éléments mobiles électromécaniques. Donc ces microsystèmes électromécaniques peuvent bouger et vibrer, et ils sont construits comme des composants, c'est-à-dire sur des chaînes de fabrication de semi-conducteurs assez standards. Donc un système bien connu qui repose sur des MEMS, c'est les projecteurs DLP. Donc les DLP, c'est Digital Light Processing, mais ça consiste en une matrice de micro-miroirs, donc des tout petits miroirs, qui sont orientés en 3D par des MEMS qui sont placés derrière. Donc utiliser des MEMS pour faire des haut-parleurs, c'est une idée qui flotte un petit peu depuis un moment, mais c'est que depuis peu qu'on a des produits qui émergent avec et puis des boîtes comme ça qui en proposent de manière vraiment commerciale. Donc par exemple le système XMEMS. XMEMS, c'est deux XMEMS. XMEMS, c'est une boîte californienne qui promet un haut-parleur, un haut-parleur minuscule, qui serait donc plus robuste, plus durable, avec une fidélité qui serait constante en fréquence, j'imagine, qui serait aussi plus réactif et qui demanderait pas d'étalonnage, ce qui faciliterait aussi l'intégration et donc la production, et donc à terme, ça donnera aussi des produits qui seront un peu moins chers. Donc XMEMS travaille avec TSMC d'ailleurs là-dessus, et il y a déjà une marque, Oni, qui fait peut-être la première paire d'écouteurs basés sur les MEMS, qui s'appelle les Singularity, qui sont constitués de 48 millions de microsurfaces qui bougent comme ça, qui vibrent pour recréer le son, un son qu'on nous promet évidemment d'une qualité inégalée. Et en plus, comme les MEMS, c'est des tout petits composants, c'est des composants minuscules, les écouteurs, effectivement, ils sont aérés. Il n'y a pas de différence de pression, je veux dire, entre le conduit auditif. Je veux dire qu'il n'est pas bouché, le conduit auditif, comme avec des intras standards. Donc les Singularity coûtent 1 500 $, ils nécessitent aussi un DAC spécial qui soit compatible avec la nouvelle technologie, qui nécessite un voltage différent. Et donc le journaliste d'Engadget a testé donc aussi une autre paire, avec des XMEMS d'ailleurs, qui a noté quand même une clarté remarquable, surtout dans les aigus, mais des performances qui sont pas forcément impressionnantes dans les basses, qui sont bonnes mais sans plus. Donc les MEMS ont un gros potentiel pour l'audio, dans un futur proche, il ne faut pas se laisser abuser par le prix de 1 500 $, c'est le prix du tout premier casque, tout ça, mais dans les années qui viennent, il est probable que les MEMS prennent une certaine place, voire peut-être puisse devenir la base dans les petits casques, dans les casques de toute petite taille. Pour les plus gros, par contre, ce sera un petit peu plus tard. Et après, pour les baffles, pour les haut-parleurs, vraiment, c'est encore trop tôt. C'est un objectif de XMEMS, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est les seuls à bosser. Bon, j'imagine que non, tous les autres constructeurs doivent peut-être réfléchir à ce truc-là. C'est intéressant de voir qu'on peut changer les choses là-dessus. Ça reste pas si courant, j'ai l'impression. Ouais. Ok, il suffit peut-être que quelqu'un démontre l'intérêt pour que tout le monde s'engouffre dans la brèche. On verra. On change de rubrique avec une rubrique qui va être rassurante, Guillaume. Ah, ça va faire du bien de voir qu'on est vraiment des humains qui respectons notre planète, puisque tu vas notamment pouvoir mentionner rapidement les déchets des appareils électroniques. Désolé, les déchets électroniques, c'est déjà un problème en soi. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'il y en a un autre, c'est les déchets électroniques invisibles. Enfin, ils sont pas invisibles, ils sont très très bien visibles en fait, mais on les considère pas forcément comme des déchets électroniques et ils sont pas recyclés surtout. Très intéressant. Donc ça peut être les câbles, tout simplement, ou ça peut être des vapoteuses usagées, ou ça peut être des pulls avec des LED qui clignotent comme ça, qu'on achète chez Lidl et qui finissent dans un placard ou à la poubelle. Ou des brosses à dents motorisées. Tous des trucs comme ça, tous ces trucs qui aboutissent dans les décharges au lieu d'être traités pour en récupérer quelques grammes de métaux qu'on n'aurait pas à extraire par ailleurs.
Et alors, quelle taille a ce problème ? Eh bien, il a une grosse taille parce que c'est quand même 9 millions de tonnes. La taille, c'est conséquent. C'est 500 000 camions poubelles mis bout à bout quand même. Alors, c'est 9 millions de tonnes quoi, par an ? Oui, chaque année, ok. C'est 9 millions de tonnes chaque année, d'après le Waste Electrical and Electronic Equipment, donc le W3E Forum. Donc c'est une horreur, d'autant plus que ça représente aussi 9,5 milliards de dollars en métaux perdus. Et des métaux comme le fer, le zinc, le cuivre, le lithium, l'or. De l'or à la poubelle, enfin quand même. Donc on a encore, même si vous en foutez de l'écologie, l'or à la poubelle, ça se fait pas. Donc on a encore énormément de progrès à faire sur le traitement des déchets électroniques, et de toute façon, ça me déprime totalement, puisque bon, on a aussi des chiffres là-dessus. En Europe, 55% des déchets seraient collectés, et on l'espère recyclés. On a des lois là-dessus en Europe, donc je veux y croire. Mais enfin, ça fait quand même 45% de déchets qui atterrissent dans les décharges ou des incinérateurs. Donc c'est déjà très déprimant, mais attendez, à l'échelle mondiale, c'est seulement 17% des déchets qui sont recyclés. Je crois que je vais pleurer. Voilà. Ouais, c'est quand même énorme et c'est peut-être sous-évalué, hein, et les chiffres sont peut-être bien pires que ça d'ailleurs. Je pense aux trottinettes aussi, je sais pas quel volume de déchets ça peut représenter, mais ça doit être costaud. Il me semble qu'on avait documenté d'ailleurs l'impact des trottinettes électriques qui sont parfois présentées par des marques comme étant des outils de la mobilité, tu vois, en transition écologique. Bref. Des licenciements aussi qui rythment l'actualité dans le monde de la tech, Guillaume. Oui, les vagues de licenciements massifs cette année, ça a été spectaculaire. Malheureusement, ça a été aussi récurrent. On pensait en être sorti, on pensait qu'il y avait plus ou moins plus personne à virer, quoi. Mais bon, malheureusement, LinkedIn, par exemple, annonce une seconde vague de licenciements. Ouais. 2 vagues la même année, c'est quand même assez inédit. 716 employés en mai et encore 668 ce mois-ci. C'est d'autant plus surprenant que LinkedIn est en pleine croissance. Il appartient à Microsoft, qui, par ailleurs, n'est pas trop à plaindre financièrement quand même. Mais bon, il licencie pour, je cite, se réorganiser pour une meilleure agilité, une plus grande croissance. Alors, pour la première fois cette année, LinkedIn a passé la barre des 15 milliards de chiffre d'affaires et annonce pivoter vers des outils à l'IA, de tous les côtés, comme tout le monde, ce qui va d'ailleurs sans doute coûter très cher. Autre vague de licenciements chez Stack Overflow, cette fois, ça s'est paré de 28% de personnel. Il faut rappeler que Stack Overflow avait doublé sa masse salariale en 2022, à la fin de laquelle ils étaient sortis de ChatGPT, qui désormais est utilisé par énormément de codeurs qui se tournent du coup vers lui plutôt que vers Stack Overflow pour poser leurs questions. Du coup, le site compte lui aussi proposer une version de chatbot qui s'appellera Overflow AI et qui sera entraînée sur des données, sur les données du légendaire forum, tout simplement. Légendaire forum sans lequel d'ailleurs les capacités de cette IA, autant que des autres IA, seraient sans doute beaucoup moins impressionnantes. Bon voilà, nouvelle ère ou début de la fin pour Stack Overflow, je sais pas, faut garder espoir. Mais même si j'ai pas fini avec les mauvaises nouvelles d'ailleurs, parce que voilà, il y a aussi donc il y a peu on parlait des difficultés d'Epic. Epic qui dépensait sans compter plus que ce qu'il gagnait et qui avait décidé du coup d'arrêter de licencier 830 employés et aussi de revendre Bandcamp qu'ils avaient acquis donc il y a à peu près 1 an. Bandcamp a trouvé preneur auprès de SongTrader, sauf que la moitié du staff de Bandcamp a été repris par SongTrader. 250 personnes supplémentaires en sont donc sur le carreau. Finalement, la restructuration d'Epic aura mené à plus de 1000 licenciements donc. Et pour finir, un chiffre encore plus impressionnant, citons Qualcomm, qui se sépare de 1258 employés supplémentaires, principalement dans ses bureaux de San Diego. Qualcomm souffre de la baisse de la demande sur les téléphones, dont on avait parlé plusieurs fois, et probablement aussi de la guerre économique États-Unis-Chine. Parce que les marques chinoises qui sont blacklistées, du coup, elles ne sont plus des clients de Qualcomm. Puisque voilà, ils peuvent plus acheter des puces Qualcomm parce que on les soupçonne de voler les technologies, tout ça, ce genre de trucs. Donc en gros, Qualcomm perd des clients, évidemment, et évidemment, Huawei prend sa place. Huawei équiperait désormais directement ses téléphones en Chine chez SMIC, qui est un fondeur purement chinois, avec des puces qui sont beaucoup plus compétitives d'ailleurs que ce qu'on espérait. Et du coup, tout ça, c'est des parts de marché en moins aussi pour ces boîtes américaines. Rien qu'avec ce nouveau Kirin 9000S dont on parle aussi assez souvent, qui est donc purement chinois, Ming Chi Kuo estime que Qualcomm aurait perdu dans les 60 millions de commandes. Et du coup, ça fait mal. Ça peut faire très mal, effectivement. Et ce qui peut faire très très mal aussi, Guillaume, tu sais, c'est un recouvrement des impôts. Un chèque que tu dois ressortir, et surtout quand tu es une grosse entreprise et qu'on considère que tu es un peu en retard dans tes paiements. On rappelle, Microsoft qui a dépensé pas loin de 70 milliards de dollars pour acheter Blizzard, Activision, King, si je dis pas de bêtises, et qui là se retrouve la cible d'un gros redressement des impôts. Je pense que c'est un record là aussi, Guillaume.
Ouais, gros principe de réalité dans la tronche pour Microsoft, quand même, puisque le fisc lui réclame 29 milliards d'arriérés d'impôts. Tenez-vous bien, 29 milliards, c'est pas des 29 millions. milliards, oui, de toute façon, milliards. Microsoft, tout est en milliards, Oui, c'est l'unité de c'est base vrai. Microsoft. En chez dessous d'un Microsoft, milliard, il se passe rien. Donc c'est un joli redressement, hein, surtout que c'est dans les pénalités, surtout que c'est sans les pénalités et les intérêts, les 29 milliards. Et donc ça couvre la période de 2004 à 2013. Donc une période pendant laquelle Microsoft opérait différemment, selon Daniel Goff, qui est responsable des impôts chez Microsoft, un métier qui doit être, ma foi, fort intéressant, hein, manifestement. Il dit aussi que selon lui, l'IRS, donc le fisc américain, aurait mal calculé ce que Microsoft aurait payé dans le cadre de diverses remises d'impôts, voilà, que ça pourrait faire moins en fait, que ça pourrait faire genre 10 milliards de moins quand même. Hein. Mais bon, ça fait quand même 19 milliards d'impôts à payer. Bon, c'est une saga, donc il y a en gros évidemment une énorme saga judiciaire, voire fisco-judiciaire, juridico-fiscale, qui va durer des mois, probablement même plus d'une année. Voilà, donc après les sagas judiciaires, voilà, les sagas fiscales, on s'ennuie jamais, on en reparlera peut-être, hein, c'est tellement fabuleux. On a encore du matériel pour les futurs épisodes de Tech Café à ce sujet, c'est indéniable. On continue avec la considération de l'intelligence artificielle. Quel poids a-t-elle ? Notamment, il y a un truc qu'on disait assez souvent au niveau des crypto-monnaies, c'est combien représentait en consommation d'électricité le Bitcoin, par exemple. Hein, et souvent, ça faisait pleurer. On peut aussi se poser la question pour l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, exactement. C'est un petit peu la même chose, et d'ailleurs, c'est un petit peu le même expert qui s'y intéresse, puisque c'est Alex De Vries, qui est chercheur à Amstello-Damois, qui est connu effectivement pour avoir beaucoup travaillé sur les blockchains, et le Bitcoin en particulier. Il se pose un petit peu la même question pour l'IA, parce que bon, on peut pas comparer IA et Bitcoin, hein, évidemment, puisque l'IA a des applications partout dans tous les domaines, alors que le Bitcoin ne sert strictement à rien. Mais bon, il faut quand même bien reconnaître aussi que l'IA demande beaucoup plus de puissance de calcul, et donc beaucoup plus d'électricité aussi. Et souvent, on s'attarde à tort sur l'énergie qui est utilisée pour entraîner les modèles, hein, souvent dans les papiers de recherche, d'ailleurs, c'est même quantifié, alors que finalement, c'est leur usage qui consomme le plus, c'est l'inférence, c'est tous les usages qu'on en fait pendant des mois et des années. Alex a essayé de quantifier un petit peu tout ça, et c'est quand même assez affolant. Alors, illustration, GPT-3 a utilisé 1287 MWh pour son entraînement, alors qu'OpenAI, quotidiennement, utilise 564 MWh avec ses serveurs de calcul pour faire tourner ses GPT. 564 MWh quotidien pour ses produits, donc probablement DALL-E aussi, etc. 564 MWh par jour, c'est pas rien, on se doutait que ça allait faire mal. Hein. Un cadre de Google avait estimé au doigt mouillé qu'une recherche générative, donc une recherche avec IA, donc Google Search dans le nouveau truc, la SGE, coûtait 10 fois plus qu'une recherche standard. Si c'est ça, ça va chercher dans les 3 Wh chaque. Et si toutes les recherches actuelles deviennent des recherches avec IA, ça veut dire qu'on aura une consommation, que Google aura une consommation de 29,3 TWh. C'est la consommation de l'Irlande. Alors rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas pour des raisons économiques, autant que pour des raisons logistiques en fait. Parce que déjà, logistiquement, Nvidia est en galère pour produire ses accélérateurs. Or, il en faudrait plus de 500 000 pour accomplir tout ça. Ce qui coûterait, au prix actuel, hein, de ces H100 là, plus de 100 milliards de dollars. Donc pour le moment, c'est juste hors de propos. Cela dit, Nvidia n'a pu produire que 100 000 accélérateurs cette année, mais il compte en vendre 1,5 million d'ici 2027. Donc toutes ces belles cartes, elles vont être vendues très clairement, et elles vont consommer entre du coup 85 et 134 mégawatts. Merde, j'ai oublié. Je me suis raté. C'est pas moi qui m'étais dit. C'est probablement des mégawattheures. Donc c'est beaucoup. Et alors d'ailleurs, Alex estime à 205 TWh la consommation des data centers mondiaux. Donc c'est des TWh. Donc toutes si, comme le spère Nvidia, ils vendent 1,5 million de H100, ça va consommer entre 85 et 134 TWh. Et donc, ça commence à ressembler à beaucoup à 205 TWh, qui est la consommation de tous les data centers mondiaux. Donc, donc en fait, on va arriver avec l'IA, si tu veux, petit à petit, à une grosse fraction de la consommation électrique qui sera due à l'IA dans les data centers. Parce que là, en plus, on compte pas AMD, on compte juste ce que vend vendre Nvidia. Et AMD, bien entendu, lui aussi, va vouloir vendre des cartes. Et il y a aussi pas mal d'autres acteurs qui vont se lancer dans les deep learning, etc. Donc, c'est des chiffres qui, évidemment, sont aussi approximatifs et spéculatif, parce qu'il y a quand même plein de facteurs qui vont intervenir. Déjà, forcément, les cartes vont devenir plus efficaces, hein, donc, parce que de toute façon, il y a une miniaturisation, puis une recherche de l'efficacité, voilà, qui est constante. Donc, les cartes vont évoluer de plus en plus pour consommer de moins en moins et être de plus en plus efficaces.
Et puis, d'ailleurs, bon, voilà, ces trucs vont... Peut-être quand même, on va arriver... Enfin, très certainement, on va arriver à des accélérateurs qui seront même assez différents des GPU actuels, qui consommeront vraiment moins. Par exemple, on peut citer l'annonce très récente de North Pole, qui est une puce d'IBM, qui est une puce qui est assez bizarre selon les standards des CPU et GPU classiques. L'idée, c'est un petit peu celle de Cerebras aussi et d'autres, c'est de coller la mémoire et les unités de calcul, de les mettre ensemble en fait, pour limiter les allers-retours et donc consommer beaucoup moins d'énergie là-dessus. Ça, il a pris en compte de très très faibles précisions, puisqu'il peut calculer avec des précisions de 2 bits. 2 bits par poids, c'est seulement, donc c'est vraiment pas énorme. À 12 nanomètres, le North Pole consomme 25 fois moins qu'un Tesla V100. Alors, je sais que les Tesla V100, c'est des accélérateurs qui sont surclassés depuis longtemps, mais le proto de North Pole est lui-même sur un processus qui est assez ancien, donc c'est pour comparer un petit peu ce qui est comparable. North Pole pourrait être 35 fois plus efficace qu'une GPU, même si c'est seulement en inférence, parce qu'elle ne sait pas faire d'entraînement, mais de toute façon, c'est la phase d'inférence qui consomme le plus d'énergie. Donc, c'est des évolutions qui sont finalement difficiles à prévoir et à quantifier. Le secteur est très très dynamique, et c'est un secteur économique énorme, donc ça veut dire qu'il va y avoir énormément de recherches là-dessus. Les prochaines puces IA seront forcément, même pour des raisons économiques pures, beaucoup beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, ça coûte trop cher aujourd'hui. Okay. Ça veut pas dire, malheureusement, donc ça c'est un petit peu d'espoir, mais ça veut quand même pas dire qu'on va pas dans le mur quand même, parce que, évidemment, elles vont consommer moins, mais ça veut pas dire qu'on va pas, du coup, utiliser des modèles plus gros et qu'on va déployer encore beaucoup plus largement. C'est-à-dire que la masse globale va continuer à croître raisonnablement. Exactement. Donc l'économie va-t-elle nous sauver? Parce que finalement, réduire les coûts d'exploitation, c'est un enjeu vital pour les prestataires. L'économie pure et dure pourrait nous sauver de l'explosion de la consommation électrique, parce que ça coûte du fric quand même de payer l'électricité. Bon, est-ce que l'éco va nous sauver? Peut-être, mais c'est vraiment pas gagné non plus, donc c'est compliqué. Très bien, on avisera, mais de toute façon, ça reste l'intelligence artificielle un sujet évidemment à la mode, mais surtout, on a bien compris maintenant, Guillaume, que c'est le prochain relais de croissance, clairement, pour la tech, et que clairement, c'est le nouvel Eldorado. Oui, parce que, alors oui ou non, c'est pas évident du tout, tu vois. Parce que dans l'euphorie générale et le rythme effréné des progrès en IA, on pourrait perdre de vue les réalités économiques. Et c'est un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé cette année, quoi. Et pourtant, c'est des réalités économiques, elles vont pas tarder à nous revenir à la face, parce que c'est même possible, finalement, qu'on ait déjà passé le pic de la hype de l'IA, ou qu'on soit pas loin. Alors, pas forcément le pic de hype en termes purs, en termes de médiatisation, tu vois, de fascination du public, mais en termes d'investissement. Si on n'est pas au pic en termes d'investissement, on ne doit pas être loin. Parce que jusqu'à présent, bon, cette hype-là a dirigé des torrents de fric vers le secteur, et des investissements quasi illimités. Il suffit de voir Microsoft avec OpenAI, ou ce qui s'est passé en Chine. Et justement, en Chine, on en revient. Et ici, c'est en cours. Pour le moment, l'IA n'est pas rentable pour les grosses boîtes. Elle crée certes de nouveaux produits incroyables et magiques, et qui plaisent au public, d'ailleurs, mais qui plaisent au public, qui sont même rapidement adoptés. Donc vraiment, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Mais le souci, c'est que ça leur coûte tellement cher aux boîtes à mettre en œuvre tout ça qu'elles continuent à perdre de l'argent, et parfois beaucoup d'argent. Microsoft perdra en moyenne $20 par utilisateur abonné à son service Copilot sur GitHub. Un service qui a du succès, qui marche bien, mais qui coûte de l'argent à Microsoft pour le faire tourner, bien plus que ça ne leur rapporte. Et au plus quelqu'un utilise, au plus tu fais de requêtes, donc au plus quelqu'un utilise GitHub, au plus il coûte cher. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des modèles d'abonnement. Donc ça veut dire que tu as des utilisateurs qui coûtent $80 alors qu'ils payent 20, quoi, tu vois. Ce genre de truc. Et comme Microsoft, oui, c'est ça. Et comme Microsoft a eu la bonne idée de mettre de l'IA absolument dans tous ses produits, derrière un abonnement mensuel, ça va être chaud pour équilibrer les comptes, en fait. D'une manière générale, Microsoft et probablement plein d'autres sont encore en phase d'expérimentation, et là, il va falloir passer une phase de consolidation. Donc là, ils utilisent pour le moment GPT-4 pour tout, et c'est extrêmement dispendieux et probablement inutile. Donc ils cherchent en ce moment même à réduire la taille des modèles, à optimiser au mieux leur rapport performance-coût, parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop cher, et le prix prohibitif des accélérateurs de deep learning et leur consommation, c'est des problèmes qui frappent absolument tout le monde. Et il est probable qu'il y ait dans un futur proche un gros tri entre les boîtes qui sont rentables et les autres qui ont une super idée, mais qui font pas de fric. Il y a des experts et pros du milieu, comme May Habib, qui est PDG de Writer, qui pensent que l'an prochain, le principe de réalité va rattraper le domaine de l'IA, et que les investissements se feront beaucoup plus prudents qu'aujourd'hui, et que la rentabilité, en fait, va revenir au centre de l'équation.
Quelque part, tant mieux. J'imagine qu'on peut s'en réjouir, surtout compte tenu de ce que tu nous as décrit juste avant. Et tu l'as évoqué très brièvement, mais a priori, dans cette course au modèle d'intelligence artificielle, la taille, ça compte, Guillaume, et probablement qu'il va falloir travailler aussi là-dessus, du coup. Ça compte énormément. Toujours en ce qui concerne l'efficacité et la rentabilité, je parle souvent de la compression des IA. On en a d'ailleurs longuement parlé dans l'épisode sur les LLM, mais en principe, on peut compresser n'importe quel modèle de deep learning. Pour le moment, ça consiste principalement à réduire la précision de chacun des poids de manière optimale, avec le budget qu'on se donne, quoi. Alors, on a déjà dit que les scientifiques faisaient souvent leurs calculs de simulation sérieuse en 64 bits. Originalement, on faisait ça, on faisait de la double précision pour des simulations de mécanique des fluides, ce genre de trucs. Dans les jeux vidéo, où c'est un petit peu moins grave d'avoir des approximations, on utilise plutôt du 32 bits, de la simple précision, mais assez tôt, on a constaté qu'on pouvait, pour l'inférence en tout cas sur les modèles de deep learning, utiliser encore beaucoup moins de bits, se contenter de 16, voire 8. Les dernières puces H100, donc de chez Nvidia, on en aura beaucoup parlé cette semaine, ça a utilisé la précision 8 bits, et en l'occurrence, cette précision 8 bits, il y a deux formats disponibles, enfin, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui est 4 bits pour l'exposant, 3 bits de mantis, ou bien alors 5 bits d'exposant et 2 bits de mantis. Et dans chacun des cas, on a aussi 1 bit pour le signal, donc ça fait 8. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de bits pour l'exposant que pour la mantis. Ce qui veut dire tout simplement que le principe, c'est de prendre en compte l'ordre de grandeur, l'exposant, et qu'on a moins besoin d'en savoir plus sur les chiffres qu'il y a après la virgule, qui sont donc codés dans la mantis. Donc depuis quelques mois, les formats de compression comme GPTQ ou GGML permettent même de réduire la précision à 4, 3 voire 2 bits. Et à chaque fois avec un impact aussi sur les performances du modèle, qui est, en gros, les IA seront un petit peu plus bêtes. Mais bon, dans le cas des 3 et 4 bits, souvent le rapport coût-avantage vaut le coup. Alors 4 ou 3 bits, c'est une appellation générique qui reflète en réalité la précision de la majorité des points, mais il y a aussi d'autres paramètres qui sont conservés avec des précisions plus importantes. C'est tout l'art de bien compresser, c'est assez compliqué, je vous cache pas. Mais bon, pour aller plus loin que 2 bits par poids, comment on fait? Parce que pour l'instant on est né à 2 bits, même si c'est pas très efficace. Enfin, en tout cas, les IA ont tendance à être assez bêtes à 2 bits par pixel, mais bon, c'est possible à 2 bits par poids. Donc, pour aller plus loin, il faudra faire du 1 bit par poids. Donc on aurait tout simplement un réseau binaire. Bon, a priori, ça sent pas bon, parce que les performances de compression en 2 bits, en général, c'est assez mauvais, donc en 1 bit, ça risque de juste pas valoir le coup. Sauf que toutes ces compressions ont lieu après l'entraînement. Donc un entraînement, tout ce qu'il y a de plus normal, qui tient pas du tout compte du fait qu'ensuite les modèles seront compressés. D'ailleurs, dans GPTQ, le PTQ veut dire Post-Training Quantization, ce qui veut dire que c'est un entraînement de quantification après l'entraînement. Mais est-ce qu'on peut faire mieux si dès le départ, on veut produire un réseau de neurones binaires? Si on le prend en compte dès le début. Eh bien oui, en fait, et c'est une super nouvelle, parce qu'il y a des chercheurs de Microsoft et de Tsinghua, de l'université de Tsinghua, donc en Chine, et de l'Académie des sciences chinoises aussi, qui ont mis au point un truc qui s'appelle BitNet, qui est une méthode pour produire des transformers, des réseaux de neurones qui ont un seul bit par poids. Sauf que bon, si on y réfléchit un petit peu, vous me direz, mais what the fuck? Je veux dire, comment tu entraînes un réseau de neurones binaire, avec donc juste 2 trucs, plus ou moins 1, quand on sait que l'entraînement se fait par propagation de petites variations le long du réseau? Qu'est-ce qu'on fait? On propage les erreurs, on propage des petites erreurs comme ça le long du réseau, et on modifie les poids petit à petit. C'est comme ça qu'on entraîne un réseau. Comment propager un gradient sur des trucs qui sont plus ou moins 1 seulement? Eh ben on peut pas. On ne peut pas. C'est pour ça que la procédure d'entraînement est très spéciale et maintient en parallèle un état de l'optimiseur en précision maximale, sur lequel on fait effectivement une descente de gradient qui lui aussi est en haute précision. Tout est adapté. En fait, on adapte tout à ce contexte-là qui est très spécifique. Donc BitNet, c'est techniquement un transformer, donc c'est une architecture spécifique, mais qui est très très utilisée, qui permet de créer plein de choses, et par exemple des modèles de langage. Et justement, ils en ont entraîné plusieurs, jusqu'à 30 milliards de paramètres, pour comparer avec des versions standards qu'ils ont compressées de manière traditionnelle, on va dire. Et les résultats sont très encourageants. Si on regarde la perplexité du modèle, par exemple, BitNet n'est pas très loin d'une compression GPTQ à 4 bits. Alors qu'il n'y en a qu'un, je le rappelle. Si on regarde les performances sur divers tests synthétiques, BitNet, finalement, est à des niveaux qui dépassent GPTQ 4 bits, et qui est proche, en fait, du 8 bits. Donc, par rapport à un transformer classique en 16 bits, BitNet consomme plus de 10 fois moins d'énergie. À performance égale. Ouais, c'est plus de 10 fois moins, ça veut dire dans les genre 12 fois moins. Voilà, c'est ça que je veux dire. À peu près 12 fois moins d'énergie. Alors, bien sûr, les modèles sont aussi beaucoup plus petits, évidemment. Et évidemment, ça ouvre ça à la porte à des modèles qui sont très puissants, mais eux aussi très petits,
et qui sont dont l'inférence peut se faire de manière très rapide. Et donc, ça ouvre la voie à un GPT 3.5 sur un téléphone, ce genre de truc. Ok, génial. Bah écoute, très bien. Tu nous as fait part du problème et tu nous donnes la solution. Si ça, c'est pas une démarche marketing extrêmement bien amenée, Guillaume. On va conclure cette rubrique avec. Moi, j'étais assez étranger par le papier que tu nous as listé sur ce sujet, mais je suis sûr que tu vas nous le rendre bien plus accessible quand on écoute l'épisode. L'art de représenter des nombres par des nombres. Guillaume, est-ce qu'on devrait pas tout simplement décrire les nombres avec des nombres plutôt que les nombres avec des nombres? Oh, j'en perds mon latin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, oui, parce que les modèles de langage, c'est des littéraires, c'est des grands littéraires. Ils sont pas très doués avec les nombres. Ils ont fait un bac L. C'est des bac L. Ouais. Après, c'est pas de leur faute. On leur demande pas d'apprendre à calculer comme au bac L. Ils chopent le coup tout seuls en voyant passer de ci, de là des opérations arithmétiques dans leur corpus d'entraînement, mais c'est par accident presque, tu vois. Ils savent pas calculer fondamentalement parce que de toute façon, leur unité de base, c'est le mot. C'est la beauté du langage qui leur expliquait que 2 et 2 font 4, mais c'est pas le poids mathématique de 2 et de 2 qui s'additionne pour faire 4, c'est ça? Non, c'est parce qu'ils ont vu passer beaucoup de 2 et 2 font 2 plus 2 font 4. C'est ça, mais en fait, pour eux, 2 et 2, ça n'a pas de sens en réalité. Ouais. Parce que leur unité de base, c'est le mot, c'est le fraction de mot, c'est le token. Et ça, c'est pour eux, c'est une unité, si tu veux, mais ça n'a pas de taille, ça n'a pas de truc. Par exemple, pour un LLM, 102, c'est 3 tokens. C'est 1, 0 et 2. Ils sont séparés. Et dans la fenêtre de contexte, c'est vrai qu'il peut faire le lien entre 1, 0 et 2. D'accord, mais c'est pas très pratique. Et d'ailleurs, pour lui, 1002 et 1003, c'est des suites de tokens, mais le fait que ce soit des nombres qui soient quantitativement assez proches, ça lui échappe complètement. Il en sait rien. Les LLM sont pas bons avec les nombres, et c'est quand même un comble, parce que quand on y pense, qu'est-ce que c'est qu'un LLM? Les LLM, c'est des réseaux de neurones, et les réseaux de neurones, ce sont des nombres. Bah oui, c'est vrai, c'est fou ça. Et ils pensent, entre guillemets, ils pensent en termes de nombres. C'est en termes de vecteurs, en termes de nombres. Donc, les tokens dont je parle, d'ailleurs, sont convertis en vecteurs pour être manipulés par le modèle. Lui-même fait des opérations sur ces vecteurs. Donc, ça veut dire que pour lui, tout n'est que vecteur, tout n'est que nombre. Du coup, effectivement, est-ce que ce ne sera pas une bonne idée de représenter les nombres par des nombres, tout simplement? Oui. L'idée paraît évidente comme ça, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment on fait? L'idée de base, c'est de changer le tokenizer, donc c'est changer le petit bout de programme qui transforme les mots qu'on voit écrits en symboles, tout simplement, et qui après les retransforme en vecteurs pour les filer à bouffer au réseau de neurones. Donc, le tokenizer, c'est ce qui code le modèle, et la projection, c'est ce qui fabrique les vecteurs. Donc, le nombre, par exemple, 1002, il va pas être codé comme 1002, il va être codé comme un token fixe, le token nombre. Il y en a qu'un, c'est un truc spécial, c'est un mot, un symbole spécial qui veut dire nombre, c'est tout. Et tous les nombres, ils vont être codés avec le symbole nombre, c'est tout. Par contre, on va retenir la valeur du nombre, donc on va retenir 1002 par ailleurs. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va l'associer pendant la projection, c'est-à-dire qu'on va l'associer au vecteur de base. Donc, une fois que les mots sont codés, on va les envoyer dans l'espace des vecteurs. Il y a un vecteur, souvenez-vous, ça a une longueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le token nombre, qui va lui-même être transformé en un vecteur, toujours le même, il n'y a qu'un seul token nombre, donc il sera toujours le même vecteur. Mais ce vecteur, ça va être un vecteur de base, et le nombre qui est associé à chacune occurrence des nombres dans le texte, il va être associé à la longueur du vecteur. Donc il va être encodé de manière quantitative dans le vecteur. Et donc ça veut dire que des nombres proches, comme 1002 et 1003, ils seront codés par des vecteurs qui seront eux aussi proches. La représentation qu'aura le modèle de langage sera donc cohérente avec les nombres eux-mêmes. Elle aura une logique simple, et le modèle, il n'aura pas à se battre avec des probabilités tarabiscotées pour avoir une image tant soit peu cohérente des nombres eux-mêmes. Donc cette méthode s'appelle XVAL, et elle permet à un modèle de langage de mieux maîtriser l'arithmétique, et même d'aller plus loin. Il peut par exemple prévoir des températures en fonction de la latitude et de la longitude. Si on lui montre quelques exemples, il va comprendre l'amplitude, les rapports entre les valeurs, entre les quantités. Il peut prédire de manière relativement fiable, par exemple, ce qui fera plus chaud si la latitude est plus faible. Donc ça montre tout simplement qu'il y a une marge de progression pour les modèles qu'on a aujourd'hui, non seulement dans l'architecture des modèles, non seulement dans les composants, mais aussi dans tout ce qui tourne autour. Et la tokenisation, c'est un truc qu'on peut oublier, qui paraît complètement évident, mais c'est un exemple de domaine périphérique qui peut apporter des progrès significatifs simplement en améliorant les représentations pour les modèles eux-mêmes.
Eh ben c'est merveilleux, c'est rigolo, hein. C'est toujours paradoxal de voir ces discussions cracher, ces outils cracher du texte et nous donner vraiment parfois des illusions, et en même temps quand tu vas les titiller sur des nombres, tu te rends compte qu'ils sont finalement assez bébêtes, mais ça on l'avait déjà illustré, et c'est intéressant de voir qu'il y a des domaines de recherche là-dessus, c'est cool. On va conclure avec une troisième et dernière rubrique, Guillaume, avec la Poste, et oui, parce que la Poste veut prendre aussi sa part du gâteau par rapport à ce problème, en proposant quoi, Guillaume? En proposant une intelligence artificielle un peu rassurante, qui n'irait pas aller être hébergée et exploiter des datas qui seraient un petit peu trop éloignées de chez nous, et on pourrait peut-être lui faire un peu plus confiance ici en France. Écoute, t'as tout dit quasiment, puisque la Poste promet, oui, une IA générative de texte, donc un chatbot à la ChatGPT, mais qui soit souverain. Donc c'est sa filiale spécialisée numérique DocaPost qui va s'occuper de ça, avec donc 3 partenaires. Donc il y a Lighton, qui fait donc dans les grands modèles de langage, qui sont pour faire des chatbots. Il y a Numspot, qui donc lui s'occupe plutôt de l'hébergement cloud, et Aleia, qui donc fournit des logiciels spécialisés IA. Donc c'est une solution qui serait donc souveraine et qui donc effectivement poserait moins de problèmes pour les données sensibles, puisque ce serait hébergé sur des clouds en France, et qu'il pourrait y avoir des audits, etc., éventuellement pour stocker des données qui soient des données plus sensibles, comme des données de santé ou ce genre de choses. Bon, évidemment, pour l'instant, on n'a même pas le nom de cette intelligence artificielle, mais elle serait disponible à partir normalement du 1er novembre 2023, donc c'est-à-dire qu'on en reparlera sans aucun doute bientôt. Et oui, il faudra voir sur pièce effectivement comment elle se mesure à Bard ou à ChatGPT ou à Claude. J'ai mon idée. Non, c'est trop facile. Peut-être que ce sera convaincant, on ne sait pas. Universal, Guillaume, qui poursuit une intelligence artificielle. Et oui, les procès continuent de pleuvoir sur les prestataires d'IA, et parfois même avec des motifs assez surprenants, puisque Universal attaque Anthropic parce que Claude, son chatbot, connaît les paroles des chansons. Comme tout le monde, finalement, apparemment, comme tout le monde, Claude connaît I Will Survive, il connaît les paroles, et puis si tu lui demandes d'écrire une chanson dans le style de Gloria Gaynor, il va le faire, et il pourra même ressortir quasi verbatim la chanson elle-même. Bon, peut-être que ça vous choque pas, parce que, oui, vous aussi, vous connaissez I Will Survive, mais bon, c'est intolérable pour Universal Music qui attaque Anthropic pour violation de copyright. On ne sait pas trop comment tout ça va tourner. Ça va clairement façonner aussi la manière dont les prestataires vont mettre en œuvre leur chatbot, tout ça, toutes ces procédures judiciaires. Mais bon, c'est complexe et ça tourne pas forcément comme on s'y attendrait au premier abord. Parce que par exemple, vous vous souvenez peut-être de l'histoire de ce maire australien qui avait attaqué ChatGPT, enfin OpenAI, parce que il avait sorti des horreurs sur lui. C'était presque le premier procès en diffamation contre OpenAI. Et en fait, ce mec et son avocat avaient donné un ultimatum à OpenAI, donc soit virer la réponse diffamatoire dans les 28 jours, soit aller au tribunal. On sait aujourd'hui qu'OpenAI a choisi la première solution, c'est-à-dire de filtrer tout simplement la réponse. Ça coûte moins cher de mettre un petit filtre pour la réponse, et du coup, la procédure s'est arrêtée. Alors tout le monde est content, sauf que, en fait, pas vraiment, parce que avec ce système-là, au lieu de rendre les chatbots plus fiables, avec le moins d'hallucinations possible, on peut juste s'en sortir en le laissant faire, puis en filtrant les réponses quand il y a quelqu'un qui râle. Et puis voilà. Sauf que si personne râle, ou râle trop tard, ça passe à l'as, ou alors ça passe à l'as, les fausses infos, les propos diffamatoires, tout ça, ça peut être, ou insultant, ça peut être diffusé tranquille pendant des mois, on ne sait pas. D'autant d'ailleurs que là, on est à 28 jours, mais 28 jours, c'est déjà assez long finalement. Est-ce que le chatbot peut potentiellement passer des mois ou des années à dire des trucs faux si personne ne se manifeste? Bon, il y a d'autres cas en cours, comme celui de Jeffrey Battle, dont Bing Chat pense qu'il est un terroriste et qui l'a dit à tout le monde. Et il y a aussi le cas de Mark Walters, qui est un animateur de radio que ChatGPT a accusé aussi de détournement de fonds. Donc OpenAI a tenté de faire rejeter le cas. Bon, la plainte a été amendée, c'est en cours. Mais en fait, c'est assez compliqué finalement, parce que gagner un procès en diffamation contre ChatGPT, en fait, c'est pas simple. Parce qu'il faut prouver plusieurs choses. Alors, c'est selon la loi en vigueur dans l'état où tu déposes plainte, d'accord. Mais si on prend l'exemple en Géorgie où Walters attaque, il faut prouver 4 choses. Il faut prouver qu'OpenAI a publié une diffamation. Il faut prouver que ces publications ont été communiquées à un tiers. Il faut prouver qu'OpenAI était en tort de publier ça. Il faut prouver aussi que Walters, que celui qui attaque, en a souffert. Mais là, le problème, c'est que tous les mots sont sujets à des questions. Par exemple, OpenAI va argumenter que les réponses de ChatGPT ne sont pas des publications. Il ne produit que des documents de brouillon, donc pas des choses destinées à être publiées telles quelles. De même, les réponses varient, donc c'est pas forcément évident, de montrer que ça a été communiqué à des tiers.
À quel tiers, dans quelle proportion, pas facile. Autre argument, personne n'a cru ChatGPT. Parce que, voilà, a priori, les gens ne croient pas forcément ce que dit le chatbot, puisque c'est marqué que de toute façon, le chatbot peut se tromper. Donc, a priori, personne n'a été trompé. Donc, personne n'a été lésé. Et donc, sur ces bases, le cas pourrait être rejeté, finalement. Et ça pourrait faire date. Et il y en aura sans doute d'autres, des cas, de toute façon. Hein. Mais tu vois, rien n'est simple. Ça va pleuvoir. Et ça continue, hein. ChatGPT continue en ce moment même d'halluciner sur des gens, même inconnus. Peut-être même surtout inconnus. Puisque comme justement, il sait pas grand-chose sur les gens qui sont très peu connus, il pourrait fort bien halluciner beaucoup de trucs. Ou vous confondre avec un quasi-homonyme, puisqu'il y a donc ce prof d'aéronautique qui s'appelle Battle, de son nom de famille, il s'appelle Jeffrey Leon Battle, et Jeffrey Leon Battle, c'est un terroriste. Donc du coup, le mec, évidemment, c'est un petit peu compliqué, surtout que Bing Chat le confond donc avec un terroriste, et qu'il est en train, le mec de l'aéronautique, là, qui est aussi par ailleurs un vétéran de l'US Air Force, il tente en ce moment de promouvoir sa biographie. Donc il veut, tu vois, et donc du coup, évidemment, si les gens le cherchent sur Bing et qu'ils trouvent le terroriste, bon, c'est un petit peu ballot. Alors, je sais que personne ne fait de recherche sur Bing, d'accord, mais fait quand même. Et donc voilà, du coup, lui aussi, il attaque Microsoft, hein, mais tu vois, en attendant, personne n'est à l'abri, quoi. Ouais, je pense notamment aux personnes qui sont pas très très exposées, qui sont pas non plus forcément à même de poursuivre OpenAI sur des résultats, effectivement. Autre domaine qui va toucher forcément très très vite à l'intelligence artificielle générative, Guillaume, comme il a touché beaucoup de technologies et il a contribué à les démocratiser, c'est le porno. Et oui, je sais que ça peut ressembler à une marotte que j'ai, mais je pense que c'est un truc assez intéressant. Bon, je sais qu'en plus, ça s'est développé très très rapidement, comme on pouvait s'y attendre. Hein. Trouver du porno génératif aujourd'hui, c'est aussi simple que trouver du porno tout court, peut-être. Sur Reddit, vous en avez plein, où il suffit d'aller sur SDNSFW, donc Stable Diffusion Not Safe for Work, ou bien sur Unstable Diffusion, ou bien sur Tasteful Diffusion, ou bien sur AI Pornhub. Ces Reddit sont florissants, ils ont chacun plus de 100 000 abonnés, hein, sans doute, mais il y a aussi des sites qui sont, ça y est, il y a même des sites qui sont totalement dédiés. Il y a pornpen.ai, par exemple, qui regroupe des images coquines, c'est vrai, mais qui permet aussi d'en produire. Et tu peux produire des trucs sur mesure, et avec des prompts, ou même en cliquant juste sur ce que tu veux. Il y a tout un tas d'options, et voilà, il y a tous les outils, tout le confort moderne, hein, upscaling, posing en 3D, etc. Et il y a même un mode pro à $15 par mois. Pour une utilisation intensive, ce qui est raisonnable, j'imagine. Et bon, au-delà de ça, le porno génératif est en train de débarquer aussi sur des sites comme OnlyFans ou Fansly. Alors, c'est intéressant à plusieurs titres, en fait. Alors, déjà parce que c'est pas toujours dit, et qu'il arrive que des hommes suivent des performeuses qui sont synthétiques, et qui sont d'ailleurs créées par d'autres hommes sans le savoir, ce qui est quand même assez cocasse. Enfin, ou pas, je sais pas trop. Mais je sais plus trop en réalité. Mais bon, a priori, le porno génératif n'est pas autorisé sur OnlyFans ou Fansly. Mais bon, on sait jamais. Et puis surtout, il y a d'autres plateformes. Et sur d'autres plateformes, ça peut devenir carrément un nouveau business model. Donc il y a Dazed, une publication, un site américain qui consacre un assez long article au porno génératif et qui a interviewé un gars dans la vingtaine qui s'appelle Sam, qu'on appellera Sam, et qui a généré une multitude de modèles de femmes qui l'emploient, je dirais, sur un site pour adultes de type OnlyFans. Il dit pas lequel, il veut le garder pour lui, et qui lui rapporte un total d'environ $200 par jour, quand même. Et alors, lui, il dit pas que les filles sont artificielles, et qu'il emploie en fait des gens pour chatter avec les clients. Mais bon, c'est variable en fait, en général. En règle générale, le taux de transparence sur la nature des actrices, entre guillemets, est très variable. Et d'ailleurs, certains comptes qui disent ouvertement poster du génératif sont quand même pris pour des actrices réelles par certains, quand on veut y croire. Et bon, Sam poste aussi des vidéos. Et alors, comment il fait pour les vidéos ? Il achète du contenu à des vraies actrices, et après, il deepfake sur les actrices les visages de ces modèles générés. Malin. Et la plupart du temps, il le dit pas d'ailleurs aux actrices, elles pourraient, à raison, assez mal le prendre d'ailleurs. Mais bon, Sam, il s'en fout, il n'a pas de problème éthique. Hein. Il pense de toute façon que le porno génératif est là pour durer. Sur ce point-là, il a sans doute raison, parce que même les actrices pro, les vraies femmes en viande, je veux dire, arrivent à l'utiliser. Ils prennent l'exemple de Sika Moon. Donc Sika Moon, je crois que Sika Moon, c'est le nom de la meuf virtuelle, quoi. Mais derrière, il y a une actrice allemande qui a été très active sur OnlyFans, Mainvids et compagnie, et qui souhaitait finalement prendre une pré-retraite, quoi. Donc elle voulait pas tout arrêter complètement, mais voilà, elle voulait réduire le rythme, quoi, et déléguer donc une partie du boulot à ses avatars. Elle voulait, qu'elle a créé des avatars IA, et puis c'est elle qui les gère. Donc elle gère Sika Moon et Shaila Moon,
qui sont donc deux actrices, je dirais, virtuelles, qu'elle a créées avec Stable Diffusion, Photoshop, divers trucs, divers filtres. Et pour les vidéos, finalement, elle fait comme ça. Elle prend des vidéos qui existent déjà, alors les vidéos d'elle-même, hein, pourquoi pas, parce qu'elle en a plein, ou de collègues, et après elle deepfake avec le visage de Sika Moon. Donc c'est assez intéressant de voir les divers domaines se développer, comment ça va influencer les différents business, les différents métiers aussi, et sachant que la vidéo est pas encore mature, mais que ça pourrait arriver, hein, que les techs évoluent à une vitesse incroyable. Et bon, c'est aussi intéressant de voir comment la société va s'adapter à tout ça, évidemment. Parce que il est possible que d'ici quelques années, il y ait des sites comme OnlyFans, qui sont à peu près analogues, voire équivalents à OnlyFans, sur lesquels il y ait 3/4 d'actrices qui n'existent pas. Ça va arriver, à mon avis, assez vite. Donc ça sera quand même intéressant à suivre. Et contenu avec des vraies personnes, pas deepfakées, vont devenir du contenu encore plus premium. Enfin bon, je sais pas. C'est merveilleux. Donc on continue avec l'intelligence artificielle qui génère de la 3D, Guillaume. Oui, en parlant de 3D, on va rapidement parler de 3D GPT, qui est, comme son nom l'indique, pas si mal finalement. C'est une sorte de chat GPT qui crée des scènes 3D. Alors pas de manière générative, pas du tout. Là, pour le coup, le truc, c'est d'avoir un modèle de langage qui utilise des outils différents pour générer une scène 3D qu'on envoie dans Blender, tout simplement. Donc c'est vraiment une scène 3D traditionnelle, qui est après utilisable pour faire des jeux, pour faire des images, ce que vous voulez. Donc 3D GPT, c'est plus précisément, c'est un système qui est multi-agent, qui en tout cas dans la démo est capable de créer tout seul une scène de paysage avec des arbres et tout. Et ça à partir d'un prompt qui peut être complexe, comme je sais pas, un désert avec un soleil aveuglant, des dunes, quelques arbres robustes. Et ben voilà. Et c'est, tu as après une image, une scène en 3 dimensions dans laquelle tu peux te déplacer, qui est générée, on va dire, mais qui est générée de manière à la fois procédurale par des logiciels traditionnels, je veux dire, et par l'IA. Parce qu'évidemment, un désert avec un machin aveuglant et d'une tout ça, c'est une description de très haut niveau, qui est très éloignée de ce qu'il faut faire concrètement pour avoir la scène sous Blender. Donc 3D GPT va subdiviser la requête en tâches plus simples, autant qu'il le faut, pour pouvoir utiliser une série d'outils, qu'on lui donne une série d'outils qu'il connaît à l'avance, et donc il va se servir de ces outils pour faire ce qu'on lui demande, et donc il va utiliser plusieurs agents, comme ça, avec des allers-retours. Donc si on lui demande des arbres, il va mettre plusieurs passes à évaluer quel arbre, comment le faire, etc. jusqu'à en arriver à écrire un code Python, en fait, où il va utiliser des bibliothèques qui, elles, par exemple, sont faites pour créer des arbres. Donc il va appeler des fonctions de cette bibliothèque avec les bons paramètres, etc. Pour le ciel, pareil, il va traduire ce qu'on demande en une série de paramètres pour une fonction qui va créer une skybox, etc. Donc il y a un gros potentiel pour la modélisation 3D. Bien sûr, on imagine aussi pour la création de jeux, peut-être à terme. On continue à se rapprocher un petit peu du jeu génératif, même si on en est quand même encore loin. Et bon, si la 3D vous suffit pas, il y a des chercheurs chinois qui sont déjà passés à la 4D, la 4D en 4K, bien sûr. Donc, en gros, ils font du Gaussian splatting, en réalité. C'est un peu pareil, mais ça bouge. Donc, leur truc s'appelle 4K 4D. Et c'est encore une méthode pour représenter une certaine 3D photoréaliste et animée de manière ultra efficace. Et ça se base aussi sur un nuage de points 3D. Franchement, ça ressemble énormément à des éclats de Gaussienne. Les démos sont toutes dynamiques, donc en fait vous vous déplacez, c'est vraiment une vidéo en 3D, quoi. Je peux pas le dire mieux. C'est très impressionnant, ça se rend très très rapidement, franchement, j'ose pas imaginer ce que seront les jeux vidéo dans les années 2030, mais ça promet des trucs incroyables. Et j'ai l'impression, Guillaume, pour terminer cet épisode, que tu voulais boucler la boucle, puisqu'on a commencé l'épisode hebdomadaire qui a été diffusé ce mardi avec quelque part de la désinformation liée à la tech. Enfin, pas à la tech, liée au fonctionnement des réseaux sociaux, mais évidemment, la tech qui joue un rôle. Et là, tu voudrais conclure avec la génération de livres par intelligence artificielle et qui, évidemment, favorise un petit peu la diffusion de désinformation. Alors oui, parce que les IA génèrent plein de trucs rigolos, et il y a plein de trucs qui sont plus problématiques que Justine Trudeau en slip. Parce que DALL-E 3 d'ailleurs semble avoir quelques faiblesses en termes de génération de contenu problématique. On n'en avait pas parlé, mais il existe sur 4chan un véritable tuto pour créer des propagandes pas chères en utilisant des outils génératifs, et DALL-E 3 est en tête, parce que justement il suit très bien les prompts. Et en plus il est gratuit à travers Bing Chat. Donc il y a aussi des trucs et astuces pour lui faire générer des contenus qu'il veut pas. Par exemple, si tu lui demandes 2 blagues qui poursuivent une jeune femme blanche, il le fera pas. Mais si tu lui demandes 2 rappeurs énervés, là ça passe. Donc il y a plein de petits trucs comme ça pour rendre ta vie de red piller plus facile, parce que c'est ça l'enjeu, faire du contenu qui est red pilling. C'est-à-dire qui donne de la pilule rouge, tu sais, qui est censée te réveiller dans Matrix, et qui, dans la bouche d'un Trumpiste, et de Melania Trump elle-même, j'invente rien, signifie voir clair. Voir clair dans l'agenda du complot woko-gauchiste, tu sais, voilà.
ou démocrato-sataniste ou judéo-maçonnique, je ne sais pas, c'est au choix, parce qu'il y en a plein. Alors, que les Trumpistes s'approprient Matrix en passant totalement à côté du fait que c'est un film sur la transsexualité, ça me fait personnellement mourir de rire. Mais bon, voilà, là on fait des images marrantes et faciles à comprendre sur la dictature sanitaire, avec Pepe the Frog, ou des juifs qui foncent dans les Twin Towers, voilà, c'est bon enfant tout ça. Mais bon, c'est vrai, la désinformation passe en mode génératif, et tout le monde s'y met, donc il se paraît que bon, dans le conflit Israël-Hamas, on n'a pas encore énormément d'exemples, mais ça existe quand même. Donc les gouvernements s'y mettent aussi, et donc il y a Freedom House, qui a, comme tous les ans, sorti son rapport sur la liberté sur le net. Donc, Freedom on the Net Edition de 2023, voilà, c'est ça. Donc, c'est un gros rapport que vous pouvez lire, et sans trop de surprise, la liberté sur le net a encore baissé, pour la 13e année consécutive, je pense d'ailleurs que j'en parle tous les ans. Il y a un record de 41 gouvernements à travers le monde qui a bloqué des sites pour des raisons politiques, sociales ou religieuses. Bon, l'Iran s'est illustré cette année, après les événements dont on se souvient bien, et rien n'est vraiment résolu d'ailleurs. Donc la Chine et le Myanmar se disputent le prix de l'État qui censure le plus. Il y a pas moins de 47 gouvernements qui ont lancé des campagnes de propagande sur Internet avec des influenceurs et des bots pour manipuler le discours online. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et par-dessus tout ça, il y a l'IA qui fait une entrée remarquée dans le rapport et qui aggrave encore les choses. Il y a au moins 16 pays qui ont utilisé des deepfakes, donc des images génératives, de l'IA en général, pour semer le doute dans l'opinion, pour discréditer des opposants, pour influencer le débat public. Ça s'est passé par exemple au Venezuela, où une campagne pro-gouvernement s'est appuyée sur une vidéo manipulée par l'IA. Elle mettait en scène 2 présentateurs d'un média anglophone qui n'existe pas, et qui ont été créés avec Synthesia, une boîte qui produit à la demande des têtes qui parlent, et qui disent un petit peu ce que tu veux, mais naturellement, avec beaucoup de naturel. C'est photoréaliste, mais bon, c'est synthétique. Aux États-Unis, on avait parlé de la vidéo de campagne républicaine, faite avec des images génératives de DeSantis. Pendant sa campagne, il avait posté sur les réseaux sociaux une image de Trump qui fait un câlin à Anthony Fauci. Bon, voilà, il n'y a pas que les campagnes de gouvernement, il y a aussi toutes les cuisines internes, et en tout cas, l'IA générative, c'est pratique, c'est pas cher. Ça a un succès fou, et donc ça fait une entrée fracassante dans le fameux rapport sur la liberté sur le net, mais pas forcément de la bonne manière. Merci Guillaume pour cette revue complète de l'Actu Tech avec ce supplément de Tech Café. Vous avez l'essentiel de l'Actu Tech détaillé dans l'épisode hebdomadaire et dans ce supplément de Tech Café. J'espère évidemment que ça contribue à alimenter votre veille et à vous faire surtout passer un bon moment. Si c'est le cas, faites-le savoir sur les apps de podcast comme Apple Podcasts, Podcast Addict. Vous pouvez me déposer des étoiles sur Spotify, ça fera évidemment très plaisir. Et on compte sur vous, si jamais vous avez trouvé que ce contenu contribue à vous informer, vous divertir, pour aller sur patreon.com/techcafé et envisager un soutien pour le podcast et profiter en échange des épisodes sans la pub. Guillaume, c'est très simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, on trouvera à la poste. Oui, de tester le chatbot en avant-première. Et oui, évidemment. Moi aussi, j'ai hâte de pouvoir le tester. Il sera souverain, mais sera-t-il efficace ? On verra ensemble. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, c'est beau. J'ai bougé, c'est important. GuillaumeVendée.fr, c'est moi. Vous me retrouvez sur Blue Sky, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, on se retrouve tous ensemble pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.